Alors, allons-y sur le théorème. On veut montrer que si E est un sous-espace de Mn de K, avec R le max des rangs des éléments de E, alors la dimension de E est inférieure à R fois N. Vous allez me dire, tout à l'heure, il y avait des matrices rectangulaires. Oui, effectivement, mais je me ramène aux matrices carrées. Voilà. Comment? Eh bien, regardez, ici, une matrice rectangulaire. Je vous avais dit que petit m était plus petit que n, alors je rajoute des zéros, d'accord? Ce qui est inoffensif, hein, et j'en fais une matrice carrée. Vous voyez que du coup, mon espace E, en rajoutant des zéros à toutes les matrices comme ça, il ne va pas changer de dimension, et le rang des matrices ne va pas changer non plus. Voilà, donc ça c'est déjà une première remarque. Deuxième remarque aussi, je vais me ramener au cas où je peux choisir une matrice de rang R, évidemment, puisque R, c'est le max des rangs de A dans E. Donc je peux trouver une matrice A de rang R, hein, parce que le rang, c'est discret. Et ça, c'est dans E. Maintenant, je vais utiliser le théorème du rang. Hein. Je sais que j'ai deux matrices P et Q, ou si vous voulez, pour que ce soit exactement comme dans le théorème, P et Q-1, qui, telles que P, A, Q est sous forme normale, c'est-à-dire la matrice IR, d'accord, la matrice identité de taille R, 0, 0, 0, voilà, et donc, quitte à changer E en P, E, Q, d'accord, ce qui ne change pas non plus sa dimension, parce que P et Q sont inversibles, et ce qui ne va pas changer non plus le rang maximum, alors je peux me ramener au cas où E contient cette matrice-là. Voilà. Donc maintenant, je vais, une fois que je me suis mis ces bonnes conditions, je vais attaquer et je vais montrer ça en 3 points. Mais le point principal, c'est celui-ci. Puis le troisième aussi. Le point 1. Tout élément de E, à partir du moment où on a bien supposé ça, tout élément de E est de cette forme-là. Regardez, x égale, alors x1, 1, x1, 2, x2, 1, 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une structure par bloc. Et c'est une structure par bloc qui correspond à ce bloc-là. Ça veut dire que ça, c'est carré de taille R, carré de taille forcément n-r, et là les matrices qui sont, voilà, hein, qui sont rectangulaires ici et ici. Voilà. Bon, vous avez compris. Alors, donc ça veut dire qu'il y a forcément un 0 là, et en plus, on a que x21 fois x12 est égal à 0. Voilà, donc, bon, c'est assez joli. Regardez comment on va faire. Donc on part d'une matrice que je vais appeler grand X dans E. Et donc j'ai que, quel que soit lambda dans K, forcément, X plus lambda A appartient à E, parce que E est un sous-espace vectoriel. Et comme le rang maximum c'est petit r, ben, je peux dire que tous les mineurs de taille R plus 1 de cette matrice-là, hein, ils sont nuls. D'accord ? Donc je vais prendre, donc voilà la tête de cette matrice, hein, quand je vais faire x plus lambda a, comme a, j'ai pris a égale cette matrice de forme normale, ça veut dire que je vais avoir x11 plus lambda ir, et là, ça change rien. Hein. Donc là j'ai x21, x12 et x22 qui, évidemment, n'est pas encore nul à ce stade. Il faut le démontrer. Donc maintenant je vais prendre un mineur de taille r plus 1, mais quand même un mineur qui va contenir hein, ce bloc RR. Donc j'ai plus qu'à choisir une colonne, ici, J, entre là et là, et une ligne I. D'accord ? Donc je choisis, hein, de façon quelconque, hein, une ligne J et une colonne I, d'accord ? Vous avez compris où c'était. Et maintenant, bah, je vais obtenir une matrice de taille R plus 1, et donc un mineur de taille R plus 1. Donc ici, vous avez x1 plus lambda IR. Là, j'ai des éléments du corps, des scalaires, que j'appelle U1 jusqu'à UR. Ici, de V1 jusqu'à VR. Et là, j'ai un élément petit x qui est un élément qui peut être finalement choisi quelconque dans la matrice x2, 2, hein, quitte à bien choisir les lignes et les colonnes.
Et donc ce mineur, je sais que c'est 0. Donc, quel que soit lambda, je sais que je vais avoir un polynôme, ici, regardez, le déterminant est polynomial, donc je vais avoir un polynôme en lambda qui est nul. Maintenant, comme c'est vrai quel que soit lambda, ce polynôme, il est évident qu'il est de degré R. Bah oui, alors si le cardinal de K est supérieur ou égal à R plus 1, et bien forcément, il y a plus de racines à ce polynôme que le degré, ou si K est infini, évidemment, hein, ça vous avez compris. Donc tous les coefficients, c'est-à-dire que le polynôme est nul. Il est identiquement nul, c'est-à-dire que tous les coefficients de P de lambda sont nuls. Alors maintenant, j'ai plus qu'à regarder le coefficient en lambda R et le coefficient en lambda puissance R-1. Alors regardez, je vous rappelle, bon, évidemment, est-il besoin de le rappeler, la formule du déterminant, d'accord? C'est la somme de sigma dans Sn, de epsilon de sigma produit des B indice sigma de I, alors évidemment avec le produit est sur I, eh bien le coefficient de lambda R, eh ben, ça va être tout simplement X en prenant, pour obtenir un coefficient en lambda R, il faut prendre tous les lambda possibles, donc ici, et puis après, bah, pour le sigma, bah forcément ce sera l'identité, hein, ce sera l'identité de Sn, et donc on va tomber sur X. Donc il n'y a que ça hein, comme coefficient de lambda R, donc ça fait X. Et donc déjà, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que X, le coefficient, comme tous les coefficients sont nuls, X est un coefficient, et bien X est nul. Et donc comme X est nul, et que, bon, c'est vrai pour tout IJ, donc on peut dire que toute la matrice ici est nulle. Voilà. Deuxièmement, on va regarder le coefficient en lambda puissance R-1. Alors là, ça devient intéressant aussi, parce que pour avoir lambda puissance R-1, il faut prendre R-1 lambda sur la diagonale, donc il faut en oublier un. Maintenant, supposons qu'il y en a un qui est à l'emplacement I compris entre 1 et R. Supposons que ce soit le lambda oublié pour obtenir lambda R-1 au lieu de lambda R comme ici. Eh bien, ici, ce terme ne va pas compter. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que le x ici, il est nul. Et que si on comptait ce terme, alors on aurait toute la diagonale forcément qui serait entraînée comme tout à l'heure. Et donc on aurait 0. Donc maintenant, les seuls, ce lambda qui a été oublié en quelque sorte dans le produit, va entraîner qu'on est obligé de prendre le terme correspondant en I ici et le terme pareil correspondant en I ici. D'accord? Et ça va correspondre à une transposition, voilà, entre R plus 1 et ce I là. Voilà. Sigma, ça va être une transposition R. Donc epsilon de sigma. Donc sigma ici, ça va être la transposition I R plus 1. Et donc, finalement, ça veut dire qu'on a epsilon de sigma égale moins 1. D'où le moins qui est ici, qui n'est pas... Si, c'est quand même important de voir que c'est toujours le même signe. Donc on a un moins ici, et on va avoir la somme des UIVI. Donc cette somme des UIVI, comme c'est un coefficient, ça va être nul. Et comme ça va être nul, ça veut dire, finalement, quand on va faire la synthèse de ça pour tous les I et J qu'on aura choisis, eh bien, ça voudra dire tout simplement que le produit de ces deux matrices-là est nul. Voilà. On a prouvé le point 1, hein, qui est... alors, on pourrait peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails, je ne vais pas le faire, essayer de vous convaincre que le coefficient R-1, c'est bien ça. C'est pas difficile. Hein. Voilà. Alors, maintenant, le point 1 va impliquer directement le point 2. Regardez, si X et Y sont dans E étant sous-espace hein, là-dedans, mais on a imposé une certaine condition sur la forme de cette matrice A qui réalisait le max du rang, alors X et Y étant dans E, on va avoir X de 1, Y1, 2, plus Y de 1, X1, 2 égale 0. Alors ces notations ont été données tout à l'heure, ça correspond à la structure par bloc naturelle de la matrice
A qui a été choisi. Ben, c'est très simple. Ben, on n'a plus qu'à appliquer le point 1 à 3 matrices de E qui sont x, y et x plus y, puisque E est un sous-espace. Donc, ça va nous donner, d'après le point 1, ben, que x de 1, x1, 2 égale 0, que y de 1, y1, 2 égale 0, et que x de 1 plus y de 1, facteur de x1, 2 plus y1, 2 égale 0. Donc, on développe tout ça et on obtient évidemment ceci. Bien. Donc, le point 2, c'est une bagatelle par rapport au point 1. Le point 3, il est intéressant. C'est là où le truc diverge un petit peu avec ce qu'ont fait Rachel Naimé et Frédéric Testard. Parce que eux, ils étaient sur R, donc après, c'était un petit peu plus facile de conclure. Et donc là, ça va être vraiment, non pas de la positivité, mais de la non-dégénérescence de forme qui va compter. Alors regardez comment on va faire ça. On considère pi, la projection de E, juste sur l'espace matriciel M, R, N. Donc, d'accord, hein, on a dit que les matrices, elles avaient une structure bloc. Ben, on efface le bloc du dessous, hein, les deux blocs du dessous, et on garde que les deux blocs du dessus, c'est-à-dire X, hein, qui était X11, X12, X21, X22, ben, on supprime x de 1 et x de 2 pour garder que ces deux-là. Voilà. Et on regarde cette projection. Je vais appeler P le rang de cette projection, Q ben, son noyau, de sorte que P plus Q, d'après la formule du rang, c'est la dimension de E, que l'on cherche, hein, qui nous intéresse ici. Et maintenant, regardez, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la forme d'un élément du noyau? Ben, l'élément du noyau, forcément, ben, on a 0 là et 0 là. On savait d'après le point 1 qu'on avait un 0 là, mais là, il survit encore un x de 1. Et d'après le point 2, il y a x de 1 qui, multiplié par y1, 2, vaut 0, quel que soit y dans E. Voilà. Alors maintenant, je me permets de vous rappeler quelque chose d'important, de fondamental dans les matrices, c'est qu'il y a un isomorphisme, j'ai envie de dire canonique, entre MNR et MRN étoile, le dual, d'accord? Quel est cet isomorphisme? Ben, on prend une matrice C, et ici, on va regarder l'application linéaire qui a, on va dire Y, donne trace de C fois Y, d'accord? Bon, alors évidemment, c'est une application, ça c'est bien une application linéaire. Ça vers ça, c'est évidemment linéaire, donc c'est linéaire en C, c'est linéaire en Y. Bon, tout va bien. Et puis, c'est injectif. Pourquoi c'est injectif? C'est très facile de voir ça, parce que quand on va prendre les matrices et la base des matrices élémentaires de M, R, N, on voit que si on va vers 0, donc si quelles que soient les matrices élémentaires dans MRN, trace de C, E, I, J égale 0, bah, trace de C fois E, I, J, c'est très facile de voir que ça fait petit c indice JI. Donc le coefficient JI, remarquez ce retournement de grand C. Donc si cette fonction est nulle, donc parce qu'on est dans le noyau, eh ben, CJI est nul, et quel que soit JI. Donc ça veut dire que le noyau est nul, donc c'est injectif, et pour des raisons de dimension, c'est surjectif. Donc ici, on a un ISO. D'accord? Bon, classique, hein, à mettre sous le coude, celui-là, parce qu'il sert très très souvent. Alors maintenant, regardons cet ISO pour... On va regarder ker de pi. Donc un élément de ker de pi, il est sous cette forme-là. Bon, on va supprimer dans ker de pi, ça sert à rien. Donc j'identifie ker de pi à sa projection comme ceci, d'accord? Ce qui fait que là, j'ai bien une matrice de taille NR, d'accord? Voilà. Je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Donc j'ai juste, bon, c'est pas vraiment ker de pi, mais voilà. Donc ici, je prends ker de pi, mais je le vois là-dedans, et je l'envoie là-dedans, d'accord, par cet isomorphisme. Eh bien, j'affirme que je vais avoir, de toute façon, c'est un iso, donc il va s'injecter par restriction, évidemment ça reste injectif, mais il va s'injecter dans l'orthogonale de im de pi.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'orthogonale de im de pi? Ben, im de pi est bien dans m de Rn, d'accord? C'est des éléments de cette forme-là. Et là, je vais dans le dual, donc j'ai l'annulateur dans le dual de im de pi. Pourquoi? Pourquoi je vais là-dedans? Ben parce que quand je vais prendre mon élément de ker pi, elle est de la forme 0x de 1, puisque je vous dis qu'on a effacé ça, et je regarde son image, ça va être une application de la forme trace de ça fois ceci, et je vais prendre y1, y12 dans im de pi, ce qui fait que cette trace, c'est quand je fais le produit de cette matrice par celle-là, ben là ça fait 0, et ça fait la trace de x2, de la matrice carrée, vous remarquerez bien, hein, tout ça c'est bien défini évidemment, x2, 1, y1, 2. Mais cette matrice x de 1, y1, 2 est nulle, d'après ça, qui provenait du point 2. Donc on a bien 0, et donc ça fait qu'on va bien dans l'annulateur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à dire que comme iota est injective, eh ben, la dimension ici est plus petite que cette dimension-là, mais la dimension ici, c'est petit q, tac, 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 je l'avais mis quelque part, oui, qui est inférieure à cette dimension, mais ça, bah, ça c'est de dimension, bah, c'est la codimension de im de pi. Et comme la codimension, donc il faut regarder la codimension, donc il faut faire R fois N, puisqu'on est dans M de Rn, moins la dimension de im de pi, donc c'est P. Donc ça veut dire que Q est inférieur à Rn moins P, ce qui veut dire que P plus Q est bien inférieur à Rn. Et P plus Q, c'était la dimension de E. Donc on a bien démontré ce qu'on voulait. C'est joli, hein? Alors maintenant, on va pouvoir parler du corollaire qui nous ramène aux matrices inversibles, soit E un sous-espace de Mn de K, on suppose qu'il est de codimension strictement inférieure à n, hein, on avait vu que c'était vraiment important, donc de dimension strictement supérieure à n de moins n. Alors E contient une matrice inversible, ce qui est quand même un plus par rapport à ce grand classique qui est tout hyperplan, contient une matrice inversible, tout hyperplan matriciel ici, des matrices carrées. Bon, alors, comment on montre ça? Bon, donc, si K est infini, eh ben, bah oui, si K est infini, ben, évidemment, on va rentrer dans ce truc-là, parce que vous vous rappelez que ça demandait que le cardinal de K soit strictement supérieur à R plus 1, hein, pour des raisons polynomiales, hein, évidentes. Bon, bah, ouais, donc ce théorème, il marche bien parce que K est infini, et maintenant, comme E, sa dimension est strictement supérieure à ça, et ben forcément, vous prenez R égale n moins 1 ici, vous ne pouvez pas avoir le max de rang de A dans E inférieur à n moins 1, sinon la dimension serait plus petite. Donc forcément, hein, ce max, c'est forcément n, et donc à partir de ce moment-là, il existe une matrice inversible. Donc ça c'est évident, le corollaire est immédiat. En revanche, si le cardinal de K est égal à Q, Q quelconque, ben, on ne peut pas tout à fait conclure. Mais regardez cette conclusion très jolie qui m'a été soufflée dans l'oreillette. Bon, là, je vais le faire avec les corps finis. Donc, on va plus rester dans l'agrégation interne, mais plutôt dans l'agrégation externe, juste pour cette partie-là. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin aussi, hein. Regardez ce qui se passe, hein. Donc les gens qui connaissent les corps finis, qui ont la chance de connaître ça, bon, en même temps, il suffit de savoir qu'il existe des corps finis et sous quelle forme ils sont, hein. Donc ici, on suppose que le corps est fini, il est cardinal Q, et on sait qu'il existe des extensions, donc des surcorps si vous préférez, qu'on va appeler FQN, hein, de FQ, qui est de degré n pour tout n. D'accord ? Alors, on a ce n-là, donc je vais prendre ce corps-là, dont je sais qu'il existe, FQN, qui est de degré n sur FQ, c'est-à-dire de dimension n, hein, comme il contient FQ, et comme espace vectoriel sur FQ, il est de dimension n. Alors ça veut dire que FQN, je peux l'envoyer
dans les endomorphismes de FQN, dans les FQ endomorphismes de FQN. Comment? Ben, Z, ça va devenir mu Z. On l'a vu récemment dans une vidéo précédente, c'est la multiplication par Z de FQN. Effectivement, comme FQN c'est un corps, c'est forcément une algèbre, entre autres, et ici, vous voyez bien que vous allez avoir la stabilité et la linéarité, la FQ linéarité de la multiplication par Z. Bon, maintenant j'affirme que cette application qui a Z donne mu Z est injective, ça c'est évident parce que le corps il est intègre. J'affirme aussi que cette application Z donne mu Z, c'est un morphisme d'algèbre. Ben oui, c'est compatible avec, par distributivité avec l'addition, avec la multiplication par FQ, la multiplication et la loi rond ici. Bon, tout ça c'est des évidences. Et donc maintenant, FQ, par l'isomorphisme, parce que les endomorphismes, comme ça c'est de dimension n, il suffit de trouver une FQ base de FQN et on obtient tout endomorphisme sous forme matricielle, donc on a des matrices Mn de FQ, donc FQN s'injecte naturellement, presque naturellement, il faut trouver une base quand même, dans Mn de FQ. Voilà. Et donc maintenant, vous allez me dire, à quoi ça sert tout ça? Ben oui, c'est là où, regardez comme c'est beau, quoi. Ben, inter l'image de FQN là-dedans, que j'appelle encore FQN évidemment, ben, étant donné que sa dimension là c'est strictement supérieur à n2 moins n, qu'on est dans un espace de dimension n2 et que FQN est de dimension n sur FQ, et ben, par la formule de Grassmann, la dimension de l'intersection est strictement positive. Et donc, ça veut dire que E contient un élément non nul de FQN, et un élément non nul de FQN, forcément, il est inversible là-dedans. Comme ici, on a un morphisme d'algèbre, il est inversible là-dedans. Donc, E contient une matrice inversible. Voilà, c'est joli, ça m'a été soufflé par Rachel. Voilà. Et là, maintenant, c'est terminé. Bon, allez. Je sais bien que c'est la dernière heure de cours, mais moi aussi, j'aimerais faire la sieste. Encore 5 minutes d'attention. Et puis après, je vous raconterai l'histoire du zéro.